Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Sans caméra et sans photographe, les obsèques de François Santoni dans son village natal. Un demi-millier de personnes pour une cérémonie à laquelle assistaient quelques élus locaux. Près d'Athènes, au club méditerranéen, un enfant de 7 ans s'est noyé aspiré par le système d'évacuation de la piscine. Le responsable technique a été arrêté. L'enquête devra déterminer s'il y a eu manquement aux normes de sécurité. Les passagers victimes du surbooking pratiqué par les compagnies aériennes pourraient obtenir de substantielles indemnités. La Commission européenne envisage en effet d'augmenter les sanctions financières. Formule 1 où le sacre du champion à Budapest, Michael Schumacher décroche sa 51e victoire et son 4e titre de champion du monde, égalisant le parcours d'Alain Prost. Je vous propose d'ouvrir ce journal par les obsèques de François Santoni qui se sont déroulées loin des regards et des caméras cet après-midi. Autour du clan du leader nationaliste, un cortège de quelques centaines de personnes pour une cérémonie religieuse, cérémonie précédée par les honneurs militaires rendus au chef historique. Dans le cortège, des élus nationalistes à l'Assemblée de Corse qui assistaient à l'enterrement d'une des dernières figures emblématiques du mouvement indépendantiste. François Santoni laisse derrière lui ses compagnons d'Armata Corsa, désormais orphelins de leurs dirigeants. Après l'assassinat il y a un an de Jean-Michel Rossi, la mise en terre de Santoni pourrait marquer un tournant. Sur place, Nathalie Jourdan et Virgile Liado. C'est ici que repose François Santoni, dans le caveau familial du petit cimetière de Giannouch. Les obsèques se sont déroulées à l'abri des objectifs. Appareils photo et caméras sont restés à l'entrée du village pour respecter la volonté de la famille. En milieu d'après-midi, une procession de voitures conduit près de 500 personnes à la cérémonie. Des amis, quelques rares responsables nationalistes dont Paul Quastan, élu de Corsica Nation. Dans l'église, prières et chants corses se succèdent. Puis, c'est l'inhumation au cimetière. Les rondes d'un hélicoptère de presse perturbent le recueillement. La gendarmerie fait aussi un survol, mais il n'y a aucun uniforme à l'intérieur du village. La surveillance commence après les obsèques, sur la route du retour. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît. Certains refusent le contrôle et appellent des amis en renfort. Qu'ils appellent qui que ce soit, leurs amis ou autres, ça ne change rien à notre détermination. Vous l'avez vu, les coffres ont été fouillés, les habitacles ont été ouverts, sans aucune difficulté. Il faut mettre on met un peu plus de temps, on parle un peu plus, mais on y arrive. Ce sera le seul accroc de la journée. Plus tôt dans l'église, l'abbé a lancé un appel pour que la violence cesse enfin. Ces paroles ont peut-être été entendues. Et près du village natal de Santoni, nous retrouvons Joël Bruandet. Nous le disions, si caméras et photographes ont été écartés de la cérémonie, en revanche, vous étiez présent aux obsèques. Oui, Béatrice, effectivement, il faut dire que la presse n'était pas la bienvenue, loin de là, aux obsèques de François Santoni, comme vous venez de le voir dans le reportage de Nathalie Jourdan. Ce que je peux dire, c'est que l'ambiance était très tendue au pied de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Quelques images peut-être à retenir. Parmi elles, la présence très symbolique de la fille de Jean-Michel Rossi, l'ami de François Santoni, assassiné lui en août dernier. L'émotion et la douleur de Christelle Baldocchi, la compagne de l'ancien nationaliste. Et puis les honneurs militaires qui ont été rendus peu avant la cérémonie par 3 hommes cagoulés. Ils ont tiré plusieurs salves à l'arme automatique, comme c'est la tradition dans ce genre de circonstances parmi les militants nationalistes. Avec la disparition de François Santoni, est-ce qu'on peut dire ce soir qu'une page est tournée ? Écoutez, effectivement, il faut dire qu'il y a un problème qui se pose en Corse depuis plusieurs années, qui est celui de l'encadrement des militants. François Santoni était, je vous le rappelle, le chef présumé du groupe armé clandestin Armata Corsa. Il laisse derrière lui plusieurs militants orphelins. La question, et peut-être aussi la crainte qui se pose aujourd'hui, est de savoir ce que vont devenir ces soldats sans chef. Vont-ils vouloir venger la mort de celui qu'on appelait l'Iguane? C'est une question que beaucoup de monde se pose ici ce soir en Corse. Merci Joël Bruandet. Ajoutons avant de refermer le dossier corse qu'un attentat contre une agence du Crédit Lyonnais s'est produit la nuit dernière à Bastia, provoquant quelques dégâts. Un vigile a été légèrement blessé. Le maire de la ville, Émile Zuccarelli, juge insupportable le climat d'insécurité qui, je cite, se développe jour après jour dans l'île et met à bas toute idée même de paix civile.
Deuxième titre de ce journal, tragique accident dans un club méditerranéen près d'Athènes. Un garçon de 7 ans a trouvé la mort dans une piscine pour enfants aspirée par une bouche d'évacuation d'eau. Selon certains témoins, le drame aurait pu être évité. La police grecque, quant à elle, s'interroge sur le respect des normes de sécurité. Ce soir, le patron des Club Med, Philippe Bourguignon, revenu d'urgence à Paris, tenait une conférence de presse. Nicolas Lemarinier et Vanessa Rouet. Cet après-midi, au siège du Club Med. C'est une tragédie qui vient d'arriver. Hier après-midi, dans ce village familial à 40 km d'Athènes, un enfant de 7 ans s'est noyé dans 40 cm d'eau, dans cette pataugeoire, en plein après-midi, sous l'œil des touristes qui n'ont rien pu faire pour le sauver. C'était la panique générale. Tout le monde essayait de faire quelque chose, mais personne ne savait quoi faire. Personne ne savait où étaient les pompes pour arrêter les pompes de la piscine pour qu'il n'y ait plus cette aspiration. La grille n'était pas sur la bouche d'aération. Le petit s'est fait aspirer par les fesses. Et les adultes étaient en train d'essayer de le sortir. Il y avait une telle aspiration qu'il n'avait pas la force. 2, 3 adultes en train de tirer sur lui. Quand ils ont réalisé qu'il n'arrivait pas, ils ont décidé de vider l'eau, puisque sa tête était sous l'eau, pour essayer de lui laisser de l'air. Ils ont réussi à sortir l'enfant, qui était inanimé. Ils l'ont posé sur le rebord de la piscine, et là, ils ont fait du bouche à bouche. Le chef de village affirme que le club, ouvert au printemps dernier, possédait toutes les homologations de sécurité requises par l'Office grec de tourisme. D'après la police, aucun secouriste n'était en poste sur le bassin au moment du drame. Ce qu'on vient de voir, nous, de manière interne d'abord, c'est de savoir si toutes les procédures étaient en place et bien évidemment tout était aux normes. Et puis après, ce sera également aux autorités judiciaires et de police grecque, comme je le disais, d'avoir leurs conclusions. Le procureur d'Athènes chargé de l'affaire a ordonné l'arrestation du directeur du village ainsi que celle du responsable technique des piscines du club. Ce dernier comparaîtra dès demain devant la justice. À Paris, en fin d'après-midi, les habitants d'un immeuble vétuste du 19e arrondissement ont dû être évacués après l'effondrement du plancher d'un des appartements du bâtiment. Les occupants de ce logement ont été sérieusement blessés. Alix Bouillaguet et Édouard Perrin. Il est 16h30. Dans la cour de cet immeuble vétuste, des enfants jouent. Auprès d'eux, des mamans pour les surveiller. Tout à coup, le plancher de l'étage cède. 7 personnes d'origine africaine sont touchées, dont 2 femmes enceintes, la plupart dans un état grave. Très vite, elles sont évacuées par les pompiers. On est en train de vérifier si les gens peuvent réintégrer les appartements avec l'architecte. Et puis après, on verra ce qu'on peut faire, si on doit reloger les gens ou pas. À quelques mètres de là, dans un café, les locataires de l'immeuble sont regroupés. Et ce sont près de 35 personnes qu'il va désormais falloir reloger. On est en train de voir pour trouver des places via le SAMU social. Et on va certainement, donc pour le moment on fait du soutien psychologique, on parle avec eux, on les rassure, on les réconforte. Et puis on va s'occuper d'eux pour la nuit. Car si à quoi que ce soit, vous n'avez pas à venir me voir, je serai juste à côté. D'accord? Donc moi je m'appelle Olivier. Cette femme habite dans l'immeuble. Au moment de l'effondrement, elle était seule avec ses 4 enfants. Les pompiers sont arrivés, ils ont frappé à la porte, c'est les enfants qui étaient là. Et moi j'étais dans la chambre. Vous étiez à quel étage? Au 5e, au dernier étage. Et comment ça s'est passé après? Après, les pompiers nous ont fait descendre. Quant aux circonstances de l'effondrement, elles restent à l'heure actuelle encore inconnues. On ignore encore avec précision les résultats du vote des habitants des 3 communes menant au tunnel du Mont Blanc, mais il semble bien que ce référendum réponde aux attentes des élus locaux. Un scrutin qui n'a aucune valeur légale, mais qui souligne l'inquiétude de la population alors qu'est annoncée avant la fin de l'automne la réouverture du tunnel au poids lourd. Vincent Fourcade, Philippe Évêque. 16h30, la compagnie des guides de Chamonix prend le chemin des urnes. Pour ces hommes et femmes professionnels de la montagne, participer au référendum sur le retour des camions était une obligation. Nous sommes les premiers concernés par cette pollution, par cette atteinte à ce massif qui est un milieu très fragile. Et donc on est aux premières loges, on veut le faire savoir. Dans un palace devenu l'hôtel de ville officieux de Chamonix, tout a été fait dans les règles pour conférer le maximum de légitimité à un référendum totalement hors la loi. Il n'a aucune valeur légale, mais je crois que pour nous c'est important de se prononcer et de dire haut et fort ce qu'on ressent quant à ce tunnel et la gêne qu'il nous procure. Les 10 000 électeurs de la vallée de Chamonix ont jusqu'à 22 h pour exprimer leur opinion sur l'avenir du trafic routier au pied du Mont Blanc. Et si le résultat du scrutin semble acquis, c'est l'implication de la population qui inquiète le plus les élus. Car leur pari ne sera gagné que si la participation dépasse les 50%.
C'est la donnée la plus importante parce que je pense que le non l'emportera très largement. Mais pour moi, ce qui était très significatif, c'est le taux de participation. Et approché, et j'espère qu'en fin de journée, on dépassera les municipales. Pour moi, c'est une réussite totale. Mais les anti-camions ont d'ores et déjà remporté une petite victoire. Dans 1 mois et demi, le ministre des Transports recevra les opposants de la vallée pour une table ronde, un peu trop tardivement, au goût de certains. 2 mois avant l'ouverture du tunnel, Jean-Claude Guessot se rend compte qu'il y a une opposition. Donc je crois que nous nous y rendrons, c'est une bonne chose, mais nous serons extrêmement fermes sur nos objectifs qui ne sont pas négociables. Non au retour des camions au Mont-Blanc. Avant mars 99, date du drame du tunnel du Mont-Blanc, plus de 5000 poids lourds empruntaient chaque jour la vallée de Chamonix. En cette période de retour de vacances, se voilà reposer une nouvelle fois la question du surbooking, largement pratiqué par les compagnies aériennes. Une méthode qui pourrait leur coûter cher. La Commission européenne envisage en effet de sanctionner plus sévèrement ce surbooking, devenu monnaie courante sur tous les vols. Les passagers laissés sur le tarmac pourraient obtenir de vraies indemnités. Séverine Lebrun, Isabelle Quintard et Grégory Hérault. Ces passagers attendent pour embarquer. Tous ont un billet et pourtant certains pourraient ne pas partir. C'est ce qu'on appelle la surréservation, en anglais surbooking. Les compagnies aériennes vendent plus de billets qu'il n'y a de places disponibles et les usagers en font les frais. Je suis arrivé à 20 minutes de l'enregistrement, donc dans les temps impartis. Et malheureusement, toutes les places étaient déjà vendues et placées. C'est insupportable, c'est pas possible. Quand on voyage, on est chargé des enfants, on prévoit nos vacances longtemps à l'avance. C'est pas possible, c'est fatigant. Actuellement, la législation prévoit entre 500 et 2000 francs d'indemnisation pour les victimes de la surréservation. Une somme dérisoire pour la Commission européenne. Elle envisage de les faire passer à 5000 et même 10 000 francs pour les vols de plus de 3500 km. Une bonne nouvelle pour les usagers, à condition d'être bien informés. Ceux qui connaissent la législation, ils savent la faire appliquer. Je dirais grosso modo, ce sont les passagers d'affaires. Les passagers fréquents, les passagers qui prennent souvent l'avion. Par contre, les passagers qui prennent moins souvent, disons pour simplifier les passagers touristes, eux, ils connaissent plus mal la législation. Du coup, les plaintes sont encore très rares. Cette avocate, elle, ne s'est pas laissée faire. Il y a quelques mois, elle a gagné son procès contre Air France, une première dans notre pays. Et les compagnies aériennes vont devoir comprendre qu'on ne peut pas traiter le passager comme on le traite encore actuellement, et que si on a pris le risque de faire du surbooking, eh bien, on doit ensuite assumer de manière correcte et non pas dérisoire comme ça l'était en vertu de la directive de 91. Si le nouveau règlement européen est adopté, les compagnies aériennes seraient obligées de limiter la surréservation. Sinon, cela pourrait leur coûter très cher. En Gironde, manifestation des chasseurs après que les autorités aient décidé de suspendre la chasse au gibier d'eau avant le 1er septembre prochain. En signe de protestation, ils comptaient perturber la compétition de surf qui se déroule à Lacanau, mais les forces de l'ordre ont contrecarré leur projet. Thomas Dandois. À quelques kilomètres de ce rond-point, les épreuves de surf du Lacanau Pro. Une compétition où les chasseurs de Gironde avaient bien l'intention de mettre leur grain de sel, histoire de faire connaître leur ras-le-bol. Et pour se faire entendre, ils avaient choisi de bloquer la circulation. N'arrivez pas ici, c'est pas la peine. Mais oui, mais moi je vais à Langon, alors. La raison de la colère, c'est cette décision du tribunal administratif de Bordeaux de reporter au 1er septembre l'ouverture de la chasse au gibier d'eau. On nous ouvre la chasse, on en a arrêté, et puis on nous la ferme aussitôt, c'est pas sérieux, quoi. C'est malheureux d'en arriver là, mais pour se faire entendre, il faut emmerder les gens et emmerder tout le monde. Se faire entendre, c'était aussi ce que cherchaient les chasseurs de Brière. Environ 200 d'entre eux s'étaient rassemblés pour une manifestation qui se voulait festive. Non, 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 arrêtez, vous êtes un minable. Contexte légèrement tendu en réalité, car il y a quelques jours dans ce secteur, près de 100 oiseaux d'espèces protégées ont été abattus par balle. Il y a le problème spécifique Brière, je dirais, avec les actions que l'on a connues cette semaine, mais il ne faut pas non plus que ce problème d'oiseaux, ce soit l'arbre qui cache la forêt, hein, à savoir que nous ne sommes pas le seul département de France à lutter de la même façon, c'est-à-dire à être mobilisés sur le terrain. En Loire-Atlantique, pour l'occasion, les manifestants chasseurs avaient été priés de laisser les fusils dans leurs étuis. Mais dans le Marais, ce matin, une 50aine d'oiseaux a été abattue, un geste aussitôt réprouvé par l'Union des chasseurs de gibier d'eau.
La commémoration à Moscou dans une certaine indifférence du 10e anniversaire du putsch manqué contre Mikhaïl Gorbatchev. À l'époque, des milliers de moscovites s'étaient opposés au char soviétique pour défendre le Parlement russe, bâtiment dans lequel Boris Yeltsin, qui était alors président de la Fédération de Russie, avait pris la tête de la résistance aux putschistes. Dominique Derda. Il a le sens de l'humour, Vassili Starodubtsev. Alors les gars, je vous ai manqué à ce point. À l'époque, il était le chef du syndicat des paysans. Comme de vieux camarades de promotion qui se retrouvent 10 ans après, voici Valentin Pavlov, l'ancien Premier ministre de Gorbatchev. Tu vois, moi je maigris et toi tu grossis. Et puis le maréchal Yazov, son ministre de la Défense. Des hommes qui en 1991 ont cru qu'ils pourraient renverser le cours de l'histoire, sauver le Parti communiste et avec lui toute l'Union soviétique. À l'aube du 19 août, des colonnes de chars entrent dans Moscou. Ce n'est ni une parade ni un exercice, c'est un coup d'État. Autour de la Maison Blanche, le siège du gouvernement de la Fédération de Russie, on dresse des barricades. Les putschistes ont pris le nom de GKCP, Comité d'État pour l'état d'urgence. Ils prétendent que Gorbatchev, alors en vacances en Crimée, a dû pour raison de santé renoncer à ses fonctions. Gennady Yanayev, l'homme aux mains qui tremblent, le remplace à la tête de l'URSS. Mais c'était sans compter avec Boris Yeltsin, élu triomphalement un mois auparavant au suffrage universel, premier président de Russie. Debout sur un char, il lance un appel à la résistance. Le 22 août au matin, le putsch a fait long feu, Gorbatchev rentre de Foros. 4 mois plus tard, il démissionnera, pour de vrai cette fois. L'Empire soviétique s'est effondré. Au siège du journal Patriote, ils sont presque tous là, les anciens du GKCP. Ne manque que Kryuchkov, l'ancien patron du KGB, qui s'est fait porter pâle, et puis Boris Pougol, le ministre de l'Intérieur, qui s'est suicidé avant son arrestation. Nous, tous ensemble, en 1991, nous avions raison. Ils ne regrettent rien, sauf bien sûr d'avoir échoué. S'ils avaient mieux préparé leur coup, s'ils l'avaient emporté, évidemment, disent-ils, le pays vivrait mieux aujourd'hui. Et ce n'est pas ce journaliste nord-coréen qui dira le contraire. Aujourd'hui, partout dans le monde, ce sont les Américains qui dictent leurs lois. Le général Varenikov était en 91 commandant en chef de l'armée de terre. Sans être membre à part entière du GKCP, il a activement soutenu les putschistes. L'utopie de GKCP a été de croire que Gorbatchev et Yeltsin se trompaient, alors qu'en réalité, ils étaient des traîtres. Le socialisme finira par l'emporter, sans aucun doute. Nous espérons simplement que ce ne sera pas dans trop longtemps. Ce jour-là, c'est promis, ils se retrouveront à nouveau, tous ensemble, pour fêter l'événement. Amnistiés 1 an et demi après le putsch, ils attendent désormais que l'histoire leur rende enfin justice. En Israël, à Gaza, l'armée a riposté contre une attaque visant une colonie juive en détruisant un poste de la sécurité palestinienne par des missiles. 3 personnes ont été blessées. Peu après, c'est un autobus israélien qui a été pris pour cible par des tirs palestiniens à Jérusalem-Est. 2 passagers ont été touchés. Par ailleurs, pour cette journée de dimanche, 2 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Et ce, au moment où Shimon Peres, le ministre israélien des Affaires étrangères, a annoncé hier son intention de discuter d'un cessez-le-feu très prochainement avec Yasser Arafat, annonce démentie par quelques dignitaires palestiniens mais confirmée par ailleurs. En Ukraine, un coup de grisou dans une mine de charbon aurait provoqué la mort d'une 40aine de personnes. Le bilan est pour l'instant très provisoire. Un incendie s'est déclaré après l'explosion, rendant très difficiles les opérations de secours. Au moment du drame, 259 mineurs travaillaient à quelques 1200 mètres de profondeur. L'industrie en Ukraine est, selon tous les observateurs, dans un état de vétusté inquiétante. D'ailleurs, les accidents sont fréquents et les syndicats appellent à une rénovation des installations dans cette région qui compte 200 000 et 600 000 mineurs. À Porto Rico, une île paradisiaque appelée Vieques subit les tirs d'essai de la marine américaine qui en a fait un champ de tir, ou plus exactement une base militaire que George Bush compte bien utiliser jusqu'en 2003, suscitant la colère de la population. Isabelle Béchler. Un petit coin de paradis délaissé dans les Caraïbes. La petite île de Vieques, à l'est de Porto Rico, a tout ce qu'il faut pourtant. Palmiers, sable blanc, coraux, douceur de vivre. Mais ces engins de débarquement qui croisent au large plusieurs semaines dans l'année gâchent tout. Un tiers de l'île est interdite aux civils et sert de champ de tir et de débarquement à l'armée américaine.
Ils nous étranglent notre île. Quand ils font leurs manœuvres, quand ils bombardent, on ne peut pas les pêcher. Voilà 50 ans que la vie économique de l'île s'arrête plusieurs mois par an. Les habitants viennent d'organiser un référendum et ont voté aux 2/3 pour le départ immédiat de l'armée qui a tué un des leurs et en plus détruit leur environnement. Nettoyer notre île? Impossible. Ils ne le feront pas. Ils ont fait des dégâts incroyables. Ils ont tout bombardé. C'est une décharge ici. Nous sommes le dépotoir des États-Unis. Régulièrement, le son des bombes vient ponctuer la vie des habitants de Vieques. Inutile de dire que les touristes ne se pressent pas dans la petite île à ces moments-là. Sans compter que la pollution due au bombardement a la réputation d'être très nocive pour la santé. Le taux moyen de cancer sur Vieques jusqu'en 1989 est supérieur de 27% à celui du reste de Porto Rico. C'est dû aux produits chimiques libérés par les explosions. Le tiers est de l'île est réservé à l'usage de l'armée américaine. Bombardement, camouflage, débarquement, parachutage. Les gens de Vieques veulent se réapproprier leur île immédiatement, pas en 2003 comme le président Bush l'a laissé entendre. Nous avons mis sur pied des actions de désobéissance civile, en coordonnant des brigades qui vont harceler la marine jusque dans le champ de tir, en pleine campagne de bombardement. Ils y vont, se font repérer en tirant des fusées éclairantes. Au téléphone avec un commandant de la marine. Vous avez vu les fusées? Oui. Vous allez arrêter de bombarder? Oui, de suite. Merci beaucoup. Compliquer la tâche de la marine chaque jour requiert détermination, acte d'éclat, héroïsme et aussi larmes et angoisses. À un moment, je me suis caché derrière un buisson pas plus haut que ça. Et la marine ne m'a pas vu. La police veille et arrête bien souvent les provocateurs pour les présenter à un juge de Porto Rico. Mais des manœuvres de l'OTAN sont programmées à Vieques pour septembre. La population de l'île ne décolère pas. En Formule 1, le sacre de Michael Schumacher qui pour la 4e fois obtient le titre de champion du monde, une performance supplémentaire à son actif après sa 51e victoire lors du Grand Prix de Hongrie qui se déroulait aujourd'hui à Budapest. Michael Schumacher rivalise avec les plus grands. Julien Richaud. La larme à l'œil, Michael Schumacher est entré un peu plus dans l'histoire de la Formule 1, au grand bonheur des tifosi. C'est qu'il en a soulevé des bouteilles de champagne. L'Allemand est aujourd'hui champion du monde pour la 4e fois. La famille Ferrari est heureuse, à juste titre. Grand Prix de Hongrie, le jour parfait pour le cheval cabré. Schumacher est en pole position, il prend le meilleur départ. On ne le reverra pas de sitôt. Roi de la trajectoire, pilote au nerf d'acier, Schumi fait cavalier seul. Il y a lui et les autres. Barrichello, 2e, va offrir un doublé à Ferrari et le titre des constructeurs par la même occasion. Coulthard est 3e, Alesi 10e, mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est Schumacher. Il remporte son 51e Grand Prix, égalisant le record de Prost. Je trouve ça vraiment fantastique parce que l'équipe qui travaille avec moi est extraordinaire. C'est incroyable comme les gens de la Scuderia ont été proches de moi dans tous les bons moments et même dans les mauvais. D'Allemagne et d'ailleurs, on a fêté la victoire de Schumacher. En Italie, à Maranello, dans le fief de la Scuderia, on jouait du klaxon et de la voix. Béni soit Ferrari, le rouge est vénéré, comme l'an passé. Les cloches de Maranello ont sonné pour fêter le titre de champion du monde. Cette victoire de Ferrari, c'est avant tout celle de Jean Todt et de Schumi, les compères du bitume. Michael Schumacher, enfant prodige de la vitesse. Il apprend le karting sur la piste de ses parents, devient champion d'Europe à l'âge de 18 ans. Champion du monde en 94 et 95 sur Benetton et bien sûr en 2000 et 2001 sur Ferrari, notamment grâce à Jean Todt, son directeur sportif. Le Français est de ceux qui cultivent le goût de la victoire. Dans sa carrière, il a tout gagné et a fait gagner les autres. 4 fois champion du monde, c'est aussi bien qu'Alain Prost. Seul le maestro Fangio a fait mieux, mais la route de Schumacher est encore longue. En Haute-Garonne, cette initiative baptisée Montagne Propre, une opération faisant appel à toutes les bonnes volontés pour qu'une fois la neige fondue, la montagne ne ressemble pas à un dépotoir. Muriel Lassaga et Marie-Pierre Cassignard. C'est un commando vert sur les sommets de Super Bagnères.
Dans leurs mains, l'arme anti-déchets, le sac en plastique. Bon, ils ont jeté des canettes et tout. Ah, les cochons! C'est vrai que la sous-couche du joli manteau blanc n'est pas toujours belle à voir. L'opération Montagne Propre s'adresse avant tout aux jeunes. Bon, vous avez vu tous les papiers qu'on a ramassés ce matin, eh c'est peut-être des papiers de bonbons que vous avez jetés cet hiver. Donc maintenant, vous savez ce que c'est que de nettoyer un petit peu partout. En bas dans la vallée, au même moment, l'artillerie lourde se met en marche. Et voilà, nous allons tourner au pont de Raville pour aller chercher une voiture qui se trouve en contrebas. Reçu? Opération peu ordinaire pour ces pompiers, aujourd'hui bénévoles. Nous, on va plutôt dans les secteurs difficiles, puisque nous mettons nos moyens en œuvre à cette occasion-là. Et toujours dans le cadre de nos manœuvres mensuelles, nous intervenons donc sur ces différents chantiers. Cette fois-ci, il faut treuiller le déchet. Une Renault 4 chevaux abandonnée depuis au moins 20 ans. Ok, c'est bon, Gérard. En fait, aujourd'hui, tout le monde a mis la main aux ordures, pêcheurs y compris. Les prises sont parfois de taille. La philosophie, elle, reste la même. C'est surtout pour motiver les jeunes. Parce que à partir du moment où les jeunes voient qu'il y a des gens qui sont là pour ramasser un peu tous ces détritus, quelque part, peut-être qu'ils réfléchiront avant de jeter quelque chose. Aujourd'hui, c'était le cas, pourvu que ça dure. La vogue des croisières avec loin des mers chaudes, ces voyages insolites permettant de découvrir les paysages lunaires du Cap Nord. Patrick Fandio et Yann Moine. Même par une soirée brumeuse au-delà du cercle polaire, il est à l'heure. Dans le petit port de Berlevåg, à l'extrême nord de la Norvège, l'Express côtier effectue l'une de ses 64 escales. C'est notre bar au niveau 4. À bord, ce samedi soir, comme sur tous les bateaux de ce type, sur toutes les mers du monde, la croisière s'amuse. Mais ici, pas de soirée de gala, pas de casino, pas d'activité organisée. Pourtant, de plus en plus de Français viennent ici, loin du soleil de la Méditerranée ou des Caraïbes. Dominique Ardouin a monté plusieurs expéditions dans l'Antarctique. Elle organise pour les touristes ces voyages dépaysants. Non, tout ça, ce ne sont pas des destinations communes. Le sud de la Norvège est beaucoup plus connu, mais cette partie du Finnmark est très très peu connue. Et les gens n'ont aucune idée de savoir quel genre de paysage ils vont rencontrer. Pour eux, c'est une découverte totale. Sur le pont, le spectacle est permanent. Entre fjords étroits, rivages colorés et petits ports pittoresques que l'Express côtier ravitaille depuis plus d'un siècle. Drôle de croisière d'ailleurs, qui dans cette région isolée transporte presque tout et presque tout le monde. Je vous montre notre plus belle cabine, la cellule, avec tout ce qu'il faut pour une croisière agréable. Nous transportons parfois un prisonnier. La police reste à bord pour l'accompagner d'une prison à l'autre. Et si on a un problème avec un passager, qui a trop bu par exemple, on le met là. C'est ici que les cadavres sont transportés dans leur cercueil. Loin, très loin des soutes, les passagers arrivent enfin au grand moment du voyage, le Cap Nord. Ça paraît lunaire. J'ai eu le privilège d'aller sur la Lune, ça paraît tout à fait lunaire. Pour ce couple, originaire de Provence, fouler la pointe la plus au nord de l'Europe était un vieux rêve. On est dans la nature sauvage. Il y a des hauteurs de falaise quand même impressionnantes. Et puis en plus de ça, on a du soleil. On ne peut rien demander de mieux. L'Express côtier poursuit son voyage dans la mer de Barents, à seulement quelques kilomètres de la Russie, ce qui en fait sans doute la croisière la plus froide au monde. L'été, c'est festival avec le succès des Arts de la rue, spectacle qui fait appel à l'imaginaire et qui connaît un engouement de plus en plus grand. Libourne, après avoir essayé les concerts rock, parie depuis 10 ans sur ces manifestations plébiscitées par le public et par les commerçants. Dominique Barouche et Laurent Sian. 20 tonnes d'énergie, un zeste de folie. Allez, embarquez-moi ça! Alors ce soir, à Libourne, on embauche, on recrute. Ce n'est pas une prise d'otage, c'est une embauche. N'ayez pas peur. Le camion de générique vapeur entraîne Libourne dans son sillage. Festin, ce sont 3 nuits et 3 jours où la rue est en mouvement.
Que cet hommage à Pomerol et Saint-Émilion ne vous trompe pas. Ce n'est pas le vin, mais la fête qui modifie nos lois de l'équilibre. Les pieds sur terre, c'est la tête qui tourne. Venus d'Azerbaïdjan, de Hollande ou de Marseille, funambules, jongleurs ou comiques réveillent les vieilles pierres de l'Abbaside médiévale, campées depuis la préhistoire dans ce débouché de la Dordogne. Ce jeu interactif avec le public qui va se nourrir de l'espace urbain, eh bien, il est là pour bousculer, oui, les habitudes. Bousculer les négociants en vin, évaporer les marchands de sel, retrancher les militaires qui ont fait la richesse de la rivale endormie de Bordeaux. Au bénéfice du petit commerce qui découvre que même l'humour et la poésie, ça vous rapporte gros. Les gens bougent beaucoup et pour les commerçants finalement ça c'est une chose intéressante. Ça amène du monde, ça amène que les gens regardent la vitrine, mais enfin bon, c'est pas ça le but principal, hein. C'est pour la ville. Qu'est-ce que vous pensez du festival? Oh ben j'ai pas le temps d'y aller moi. Là j'ai trop de boulot, là j'ai plein de devis à faire. J'irai bien peut-être ce soir encore, je dis ça. J'aurai pas le temps. La réalité tourne à la farce. Car dans le théâtre de rue, la rue est le théâtre. Moi j'ai dit à Sébastien, t'as pas piqué autre chose qu'une 4L, tu piques la BMW à la pharmacienne par exemple. 30 000 spectateurs affluent ici chaque année depuis 10 ans. Libourne aimerait bien que ce soit toujours l'heure de s'amuser. Cinéma avec en tournage en Roumanie en ce moment l'équipe du prochain film d'Alexandre Arcadi, une histoire policière avec Richard Berry tournée en décor naturel. Le titre du film, Entre chien et loup. Pascal Deschamps et Dominique Bonnet. Scène 120, intérieur nuit, sous-sol. D'interminables couloirs souterrains forment un vaste réseau sous l'hôpital. Adrien reprend son souffle et repart en direction des bruits de pas. Comme les personnages du film, plongés dans une véritable descente aux enfers, l'équipe de tournage, Alexandre Arcadi en tête, découvre les dessous du deuxième pays le plus pauvre d'Europe. Le plus grand hôpital de Bucarest, encore en activité, a loué l'utilisation de ses sous-sols à la production. Ici, chaque centime compte. C'est pas l'Europe de l'euro. Non, pas exactement, bien que la Roumanie souhaite vraiment être vraiment partenaire de l'Europe. C'était très étonnant de découvrir tous ces décors qui contribuent vraiment à faire de cette histoire une histoire très particulière, un peu hors du temps. Scène 57, extérieur jour, hangar. Un panneau indique zone industrielle. À l'horizon apparaissent d'immenses cheminées de refroidissement. Hors du temps, disait Alexandre Arcadi, ou plutôt comme si le temps s'était arrêté. Un décor idéal pour l'histoire des deux mercenaires joués par Richard Berry et Saïd Tagmaoui. L'un est suicidaire, l'autre a une maladie incurable. Ils ont tous deux décidé qu'ils accompliraient ici une mission kamikaze. Ce rapport entre les deux à travers cette histoire crée effectivement des situations qui sont parfois drôles et parfois extrêmement particulières et violentes. Ouais. 148 scènes tournées en décor dit naturel. Si une scène de cinéma naît de la rencontre entre une situation dramatique, le jeu d'un acteur et un lieu, nul doute que la Roumanie volée par la caméra d'Arcadi transmettra à ce film comme une couleur, presque une douleur bien à elle. Avant de refermer ce journal, revenons sur ce drame au Club Méditerranée près d'Athènes, où un enfant de 7 ans a trouvé la mort dans une piscine aspirée par le système d'évacuation. Nos équipes viennent d'arriver sur place. Voici les premiers témoignages recueillis par Patrick Fandio et Sylvain Dauba. Au club athénien, les vacances se poursuivent, mais le cœur n'y est plus depuis hier soir. Depuis la mort d'Axel, 7 ans, dans le petit bassin de la piscine. Le garçon a été littéralement aspiré par la bouche d'évacuation, sous les yeux de plusieurs parents qui n'ont pu le sauver. Je me suis mis à genoux, je l'ai pris par les bras par-dessous le corps, et de toutes mes forces, j'ai tiré. J'en revenais pas qu'il était bloqué, on n'arrivait pas à le décoller. À deux, on a tiré, on n'arrivait pas à le décoller. On avait peur de le couper en deux tellement qu'on le tirait fort.
Pourquoi la bouche d'évacuation n'était-elle pas en place? C'est la question que se pose ce soir le millier de vacanciers du club. Des vacanciers qui auraient déjà alerté la direction sur la sécurité de la piscine il y a quelques jours. Par 3 fois, il y a quelqu'un du club, la même personne qui a été voir les responsables du club en leur disant la grille de la pataugeoire n'est pas scellée, n'est pas fixe et les enfants jouent avec. C'est-à-dire un enfant avec un coup de pied en passant la déplace. C'est du plastique. Et avant que les secours arrivent, en tous les cas au niveau humain, un géo, enfin personne qui était utile pour ce gosse, sont venus bien 5-6 minutes après. C'était déjà trop tard. Déjà trop tard. En plus, ils sont venus avec une bombe à oxygène, enfin une bouteille d'oxygène complètement vide. Donc il y a une sécurité à revoir et d'urgence. Des enquêteurs du Club Med arrivent de Paris ce soir, mais sur place, le chef du village refute les accusations de laxisme. Pour moi, il n'y a pas de carence au niveau de la sécurité. La sécurité a toujours été, en plus, un des soucis vraiment principal, le souci principal du Club Méditerranée sur l'ensemble des villages. On met en place et en application exactement les mêmes systèmes de sécurité qui sont très stricts d'ailleurs pour le Club Méditerranée et qui ont été mis en place sur ces villages d'Athéniens. La justice grecque s'est bien évidemment saisie de l'affaire. Le procureur de la République a fait interpeller l'un des responsables techniques du club. Il devrait s'expliquer demain devant le palais de justice d'Athènes. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle la principale information. Sans caméra et sans photographe, les obsèques de François Santeny dans son village natal. Un demi-millier de personnes pour une cérémonie à laquelle assistaient quelques élus locaux. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet. 20h50, la petite voleuse avec Charlotte Gainsbourg. Minuit 10, le dernier journal, présenté par Alexandre Carra. Demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Jean-Marie Le Pen. À 13h, le journal Antoine Cormeret. À 20h, Françoise Laborde. Merci de votre attention. Excellente soirée sur France 2.